Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine T'as vu, le magazine présenté par les étudiants en Master 2 de journalisme de l'Université catholique de Lille. Alors au programme aujourd'hui, nous allons parler de santé avec Caroline, puis Valentin nous fera un point sur le retour du pollen dans les Hauts-de-France. Ensuite, Clara viendra nous parler du changement d'heure. Et puis on conclura sur une petite note de culture avec Victoire qui viendra nous parler de l'Orchestre national de Lille. Et Armand, enfin, viendra nous faire l'agenda culturel du week-end. Mais avant tout cela, on retrouve un reportage sur la Journée internationale des droits de la femme réalisé par Charlotte Huguer et Pauline Raguet. Depuis 1910, le 8 mars est l'occasion de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. De tout temps, elles ont fait l'histoire et beaucoup ont combattu pour l'égalité. Nous sommes allés à la rencontre des Lillois pour connaître les personnalités féminines qui les ont marquées. Je pense à Olympe de Gouges, qui était une femme de la noblesse, mais plutôt encline à réfléchir, elle était en plein siècle des Lumières. Simone de Beauvoir, tout de suite, parce que c'est une grande écrivaine, qu'elle a écrit sur la condition féminine et que c'est quelqu'un qui, je pense, a marqué son temps et notre temps. Pour chacune de ces femmes, un combat pour une cause, à l'instar de Simone Veil et de sa lutte pour le droit à l'IVG. Mais derrière ces visages connus, d'autres ont aussi fait avancer l'histoire, comme la gynécologue Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais. C'est une figure féministe importante qui a dû se battre dans les années 50 contre une loi terrible qui fait de la contraception une propagande. Aujourd'hui encore, de grands noms féminins se distinguent et se démènent pour faire changer les choses et tout simplement pour faire l'histoire. Catherine Johnson, qui est restée dans l'ombre très longtemps, mais c'est un film qui l'a mise en lumière il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Je crois les femmes de l'ombre. Mais voilà, là en tête maintenant tout de suite, si, Lorraine Bastide, journaliste aussi, qui pour moi marque l'histoire en ce moment. J'aurais dit qui est en train de faire l'histoire aussi, c'est bête hein, mais Emma Watson, qui représente l'ONU Femmes. Donc à l'ONU, qui est par exemple venue il n'y a pas longtemps en France, mais qui est très très investie dans tous ces débats, etc. Donc voilà, je pense que c'est une femme importante. Martine Aubry, elle a marqué mon histoire et elle a marqué les histoires de chacun dans la ville de Lille. Au-delà du 8 mars, la lutte pour l'égalité est un combat de tous les jours. Pour rappel, en France, tout poste confondu, les femmes touchent en moyenne un salaire inférieur de 24% à celui des hommes. Charlotte nous a rejoint sur le plateau du Media Lab. Bonjour Charlotte. Bonjour Cyril. Alors, comme expliqué dans le reportage, il y a beaucoup de personnalités qui s'investissent pour la lutte, l'égalité homme-femme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces personnalités qui s'investissent, etc. Alors oui, il y en a beaucoup qui s'investissent. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Instagram. Et on parlait dans le reportage notamment d'Emma Watson à l'international, qui, comme on l'a dit, travaille pour l'ONU Femmes et qui fait énormément de choses. Elle était d'ailleurs venue à Paris en février dernier. Elle a rencontré le couple présidentiel à l'Élysée et ils se sont rencontrés pour participer au Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui vise notamment à faire des propositions pour le G7 qui se réunira en août prochain. D'accord. Et quelles sont les avancées qu'il reste à faire pour l'égalité homme-femme ? Alors c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer dessus que pendant le 8 mars, alors qu'il reste, il y a énormément de choses à faire, c'est une lutte du quotidien. Notamment, on en parlait un petit peu dans le travail, avec la différence des salaires. Donc maintenant, les entreprises sont normalement obligées de publier les différences de salaire pour vérifier les différences qu'il peut y avoir et savoir s'il y a du progrès à faire ou non. Il y a aussi notamment la représentation de la femme dans la société ou encore dans l'espace public. Par exemple, le salon de l'agriculture qui se déroulait, où il y a eu des stands où il y avait des femmes qui étaient, on va dire, habillées, peu vêtues. Donc, encore une fois, pour vendre du produit. Donc, c'est des choses encore qu'il va falloir améliorer. Aussi dans les postes à responsabilité. Il y a une polémique qui a eu lieu sur Twitter où on publiait une photo des représentants et des dirigeants de HEC Paris, et il n'y avait que des hommes, et c'est quelque chose qui a fait une grosse tollée sur Internet parce que les gens disaient qu'il faut plus de femmes dans ces postes-là. D'accord. Et outre cette journée du 8 mars, justement, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu prochainement sur la métropole lilloise pour l'égalité homme-femme, la lutte? Alors aujourd'hui, il y a à 14h un rassemblement à République, un collectif qui veut faire une grève des femmes justement pour
pour marquer le coup en cette journée du 8 mars. Mais aussi demain, un collectif féministe qui invite pour une marche militante à 14h à se réunir devant l'Opéra pour défiler dans les rues de Lille pour justement défiler pour l'égalité homme-femme. D'accord, donc aujourd'hui 14h, on n'oublie pas, on y sera. Merci Charlotte pour toutes ces précisions. Et maintenant, on va passer sur un reportage santé réalisé par Caroline Delattre qui va nous expliquer en quoi consiste le mois bleu. Le Mars bleu démarre et pour l'occasion, le CHR Oscar Lambret de Lille organisait le 5 mars dernier des ateliers de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon. Alors c'est une journée pour lancer le Mars bleu, qui est un mois de sensibilisation de la population au dépistage du cancer colorectal. C'est le mois pour mettre l'accent sur la prévention et inciter les gens à se faire dépister de cette maladie qui est fréquente et grave. Fréquente parce qu'elle touche 45 000 personnes par an, nouveaux cas par an en France. Et elle est responsable, elle est grave, elle est responsable de 18 000 décès par an. Le but de cette animation est de dire à la population que malgré le fait qu'il n'y ait pas de signes alarmants, ils peuvent également être touchés et faire le test permet de prévenir ou de soigner la maladie avant qu'elle ne soit irréversible. Les personnes qui sont positives pour ce test doivent par la suite consulter un spécialiste, un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie. La coloscopie qui fait tant peur n'est donc pas le premier examen à faire et pour que le nombre de personnes touchées diminue, le CHR a mis en place différents ateliers. Après, il y a des facteurs de prévention sur lesquels on insiste via ces ateliers. C'est l'activité physique, le sport. L'activité physique, ça peut être bien sûr de la course à pied, de la marche, ça peut être de la pratique du vélo, mais ça peut être aussi tout simplement de la marche pour aller au travail, du jardinage. Tout ça, c'est des activités quotidiennes qui peuvent améliorer notre vie de façon générale. À ça peuvent s'ajouter un régime riche en fibres, fruits et légumes et non de viande rouge. Ne pas fumer et consommer de l'alcool avec modération font également partie des recommandations. Au-delà des patients, des étudiants en médecine dentaire curieux étaient aussi au rendez-vous. On a vu l'événement sur Facebook et après on s'est dit que c'était toujours intéressant de voir la prévention et découvrir un peu ce que c'était parce qu'on ne connaissait pas trop, donc voilà. Un mois bleu donc pour sensibiliser la population au dépistage d'une maladie pleine de préjugés et d'un test qui peut faire peur mais qui peut sauver des vies. Caroline nous a rejoint sur le plateau du Media Lab. Bonjour Caroline. Bonjour Cyril. Alors vous avez effectué ce reportage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment s'effectue ce dépistage? Alors le dépistage se fait à la maison, c'est vrai qu'on a beaucoup en tête la coloscopie, ça ne se passe pas forcément comme ça, c'est vrai que si on a des cas dans notre famille où le cancer colorectal est présent, c'est vrai qu'on peut tout de suite aller voir un médecin approprié pour faire la coloscopie, mais si on n'est pas forcément touché dans notre famille par ce genre de cancer, il faut simplement faire un test chez soi dans lequel on met tout simplement ces selles, on les envoie et les selles sont donc analysées pour voir si après il faut faire une coloscopie, mais il ne faut pas tout de suite faire une coloscopie, donc il faut enlever un peu ces préjugés autour de ces tests et du dépistage qui est très important parce que, comme je le répète, on n'est pas forcément tout de suite apte à ces maladies et des fois on ne s'en rend pas compte, on n'a pas les signes et pourtant on peut la développer. D'accord, et comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément de symptômes avant-coureurs. Et pourquoi il est important de faire ce test? C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne se rendent pas compte, qui ont développé cette maladie, qui n'ont pas forcément mal, qui ne sentent pas de symptômes, qui n'ont pas de douleur, et qui finalement se rendent compte trop tard qui ont la maladie, se retrouvent à devoir se faire opérer. Et quelquefois, il y a des décès parce que malheureusement, la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle avait développé cette maladie. D'accord, merci pour ces précisions Caroline. Et on reste dans une rubrique santé avec un sujet réalisé par Valentin Delepaule et Charlie Kreter sur le retour du pollen dans les Hauts-de-France. La quantité de grains de pollen dans l'air est 5 fois plus élevée qu'en 2018. À quelques jours du printemps, le beau temps est revenu plus tôt cette année. Ces conditions climatiques ont un impact sur nous et les végétaux. Les conditions atmosphériques, ça influence beaucoup la teneur en pollen dans l'atmosphère, dans la mesure où quand il fait chaud et sec, les pollens volent plus facilement et du coup se diffusent.
Quand il y a en plus un petit peu de vent, ça peut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Et par contre, la pluie, à contrario, plaque les pollens au sol. Ça diminue clairement la quantité de pollen dans l'air. Vraisemblablement, les conditions climatiques, notamment les 2 dernières années, ont été assez favorables, d'une part à ce que les plantes poussent plutôt bien, et ensuite à ce que les pollens volent bien. Donc finalement, pour les allergiques, ça a été la conjonction de 2 choses, de 2 facteurs assez significatifs. Le risque d'allergie au pollen est actuellement de niveau moyen dans le Nord et le Pas-de-Calais, selon l'alerte donnée par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Les activités extérieures, comme faire du sport ou entretenir son jardin, sont fortement déconseillées pour les allergiques au pollen. Plus je grandis, plus les symptômes sont violents, on va dire. C'est surtout au niveau des yeux, donc les yeux qui piquent, les larmes qui coulent, tout ça. Au niveau de la gorge aussi, mal à respirer. Et il faudrait suivre un traitement, une sensibilisation, c'est ce qui se fait le mieux, mais ça dure à peu près 3 ans. C'est assez long et les traitements de fond pendant le printemps sont totalement inefficaces. Le réchauffement climatique favorise les allergies. La pollution aussi aggrave les allergies et agit sur le pollen. La pollution, en général, c'est surtout lié aux particules fines. C'est un peu un problème récurrent qui est évoqué. Elles se fixent au pollen. Ça va plus loin au niveau des bronches, ça va créer des réactions inflammatoires. Et notre système de tolérance, parce que finalement, c'est un peu le problème de l'allergie. C'est-à-dire que quelque chose qu'on devrait tolérer normalement ne l'est plus, est perturbé. Et c'est en ça qu'après, on réagit au pollen. On est autour de 25-30% de patients allergiques dans la population en général. On estime, vu les courbes, que ça devrait atteindre 50% d'ici 2050. Donc c'est une vraie tendance. Effectivement, c'est une vraie question d'actualité. Ouais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que la pollution de l'air est responsable de 1,3 million de décès chaque année. Valentin, aujourd'hui, on sait qu'un Français sur 4 serait concerné par l'allergie au pollen, justement. Quels sont les symptômes, justement, d'une telle allergie? Alors en fait, au niveau des symptômes, on parle souvent de rhume des foins. Parmi les symptômes, donc, c'est le nez qui coule, les éternuements, les démangeaisons, perte de l'odorat par moment, ça peut arriver. Et puis une gêne aussi au niveau des yeux et une certaine rougeur au niveau des paupières. Donc attention aussi aux difficultés respiratoires et à l'évolution vers l'asthme, ce qui est très gênant donc, pour la respiration. Cela peut provoquer des crises qui amènent aux urgences, notamment lors d'un effort extérieur comme le jogging. D'ailleurs, il est recommandé pour les allergiques de porter des lunettes et même un masque et faire aussi le jogging plus tard par exemple. Et puis, il faut éviter d'aggraver ces symptômes avec des facteurs allergisants ou irritants comme le tabac, les parfums d'intérieur, les bougies ou encore les produits d'entretien ou de bricolage. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter d'être en contact avec ces pollens et éviter d'avoir ces problèmes de rougeur, yeux qui grattent, etc. Alors, il faut prendre des précautions. Donc, par exemple, attention à l'aération du logement, comme ne pas laisser les fenêtres ouvertes, sinon le pollen rentre chez nous et il peut se déposer sur les meubles, sur le lit, ce qui peut être très gênant ensuite la nuit pour dormir. Puis éviter de sécher le linge dehors, par exemple. Ça, c'est des gestes à faire. Les allergologues disent que les cheveux c'est un vrai nid à pollen, un piège à pollen, donc il faut se les laver régulièrement, tout comme les yeux et les oreilles. Il existe des traitements aussi pour soulager ces allergies, donc des antihistaminiques et puis une désensibilisation qui permet de diminuer donc la sensibilité aux allergies. Alors c'est une guérison qui n'est pas définitive avec la désensibilisation, mais c'est une amélioration durable. Cela dit, c'est très long puisqu'une désensibilisation peut durer 3 ans et l'étudiant en Sciences Po que nous avons interrogé, Hugo, lui se fait désensibiliser par exemple avec des gouttes à mettre sous la langue, mais ça marche seulement par période et en période de forte pollen, souvent ça ne fonctionne pas. Moi-même qui suis allergique au pollen, j'ai eu une désensibilisation et honnêtement j'ai eu peu d'effets. D'accord. Et est-ce qu'il y a justement moyen de savoir quels jours il y aura le plus de pollen, ou histoire d'éviter de sortir ou d'être trop exposé au pollen? Alors oui, il y a une application mobile qui s'appelle Alerte Pollen au pluriel, c'est gratuit. Le RNSA, qui est le Réseau national de surveillance aérobiologique, publie même des bulletins d'alerte pollinique et cartes de vigilance, et publie aussi des cartes de vigilance des pollens sur leur site pollen.fr. Et puis les allergies au pollen dans le nord sont souvent en zone rouge en avril et en mai, mais attention, il y a une vigilance également, donc ce mois-ci en mars, où le printemps va arriver d'ici quelques jours, et au mois de juin aussi à se méfier. Et là, avec les températures de fin février, on se dit que le pollen devient régulier au fur et à mesure du temps.
D'accord, merci Valentin pour toutes ces précisions. Et on reste sur la thématique estivale avec un reportage réalisé par Clara Lefebvre-Manon et Victoire de Melenard concernant le changement d'heure. De quoi ravir les couches-tard. Plus de 59% des Français ont choisi de rester définitivement à l'heure d'été, contre 37% à l'heure d'hiver. Lancée par la Commission des Affaires européennes, cette consultation citoyenne de l'Assemblée nationale a reçu plus de 2 millions de réponses. Entre le 4 février et le 3 mars, un record absolu. Écoutez, moi en ce qui me concerne, je suis quand même favorable à l'heure d'été, tout simplement, parce que je déteste rentrer le soir et qu'il fasse nuit, tout simplement. Donc c'est une raison vraiment favorable à l'heure d'été. On a plus envie de faire quelque chose lorsqu'il fait pas encore nuit et qu'on rentre à la maison. Voilà. C'est vrai que s'il fait plus de soleil plus longtemps dans la journée, c'est vrai que c'est là qu'on aura besoin de moins utiliser d'électricité. Mais je pense qu'il faut juste être conscient de ça et faire en fonction, mais pas... Est-ce qu'il y a besoin qu'on ait une norme qui dise qu'il faut que l'heure repasse comme ça pouvait se faire avant? Je ne sais pas si ça a une répercussion particulière. Non. Les ministres des Transports européens, réunis le 3 décembre 2018, ont envisagé la date de 2021 pour abandonner ce système. À l'issue d'une action de coordination, chaque État membre de l'Union européenne doit donc décider de son propre fuseau horaire. Instauré initialement pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure en été et en hiver suscite de vives oppositions. Ces détraqueurs dénoncent des effets négatifs sur notre rythme de vie et notre santé, la perturbation du sommeil et du fonctionnement de notre horloge biologique. Les résultats précis du questionnaire national en ligne doivent être détaillés en commission le 12 mars prochain. En attendant 2021, n'oubliez pas d'avancer la grande aiguille d'une heure le 31 mars. Clara nous a rejoint sur le plateau du Media Lab. Bonjour Clara. Bonjour Cyril. Alors Clara, vous avez réalisé ce reportage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles seraient les conséquences de ce changement d'heure dans le Nord-Pas-de-Calais? Alors dans le Nord-Pas-de-Calais, si l'heure d'été était appliquée tout au long de l'année, il y aurait des effets étonnants. Par exemple, vers le 20 décembre, là où les jours de l'année sont souvent le plus courts, on verrait le soleil se lever quelques minutes avant 10 h du matin, donc c'est relativement tard. A l'inverse, si on gardait l'heure d'hiver, le soleil se lèverait vers 4h30 et se coucherait vers 21h. Donc ça bousculerait un peu l'ensoleillement et la nuit tombée dans les Hauts-de-France. D'accord. Et au niveau physiologique, est-ce qu'il y a des effets sur le corps humain? Alors il faut savoir que les enfants et les personnes âgées ont une horloge biologique très fragile, donc c'est eux qui sont les premiers touchés par ces changements d'heure. Celle des enfants, elle n'est pas encore mature, et celle des personnes âgées a tendance à se rétrécir avec l'âge, et donc l'horloge biologique est donc plus courte. Et tous leurs organes, enfin l'organisme du corps humain et les organes internes vont se retrouver un petit peu chamboulés avec ce changement d'heure. Mais cela reste modeste selon le docteur Alain Ducardonnet. D'accord. Et donc les Français auraient choisi l'heure d'été. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'heure d'hiver n'a pas été plus plébiscitée que ça au final? Alors nous, de tous les gens qu'on a pu rencontrer, on nous a tous dit que l'heure d'hiver, ça ne leur correspondait pas puisque le matin on part au travail, il fait nuit. On rentre de travail, il fait nuit, on voit quasiment pas le jour, c'est assez déprimant. Et donc les gens préfèrent vraiment l'été, puisqu'il y a plus d'ensoleillement, on veille un peu plus tard, et puis il y a souvent une atmosphère un peu plus cool qui règne avec les horaires d'été. D'accord, merci Clara de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et maintenant on ouvre une page culture, toujours avec un reportage réalisé par Clara et Victoire concernant l'Orchestre National de Lille. Traitement coordonné, direction l'antre des secrets de la musique classique. L'Orchestre National de Lille ouvre ses portes gratuitement aux étudiants le temps d'une soirée. L'objectif est de démocratiser la musique classique auprès du jeune public. En 2016, la moitié des spectateurs de concerts avaient plus de 61 ans. Pourtant, depuis 30 ans, les initiatives pour attirer les jeunes se sont multipliées. Mais comment faire venir les jeunes à la musique classique ? L'Orchestre National de Lille a toujours eu une politique tarifaire très volontariste et très avantageuse pour les étudiants. C'est l'occasion d'une première fois à l'orchestre sans se poser la question financière, même si tout le long de l'année, et ça ne se sait pas assez, la place de concert à l'orchestre est à 9 €. Ça accompagne notre politique permanente qui est d'ouvrir les portes à tous les publics. C'est se dire que la personne, l'étudiant qui aura découvert ce soir avec une bande de copains, il va se dire en fait l'orchestre c'est pas ringard. En fait les étudiants ils sont comme les plus jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que la musique classique est partout. Tout autour d'eux, dans tous les films, dans toutes les pubs, en fait il y en a partout, simplement on ne prend pas conscience qu'il faut 90 personnes pour jouer ça et que la musique fait partie intégrante de tout ce qui est film. La musique classique est donc souvent associée à beaucoup de clichés auxquels les jeunes étudiants n'aiment pas être assimilés. Pour l'événement, l'ONL a donc fait appel à une jeune pianiste russe de talent, Varvara.
Elle a reçu de nombreuses distinctions comme le premier prix Geza Anda et le prix Mozart en 2012. 2 récompenses incontournables de la musique classique. Rien de spécial, je voudrais qu'ils aiment la musique. Je préférais que les gens m'écoutent plutôt qu'ils me regardent jouer. Chaque compositeur est difficile à jouer, mais chacun a sa particularité. Rachmaninov, bien sûr qu'il est dur parce qu'il est un excellent pianiste, le meilleur de tous, donc c'est un défi. Avis aux curieux ou jeunes mélomanes, un 2e concert étudiant est prévu le 20 mars avec la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary. Armand et Victoire nous aurons sur le plateau du Media Lab. Armand nous fera l'agenda culturel tout à l'heure, mais d'abord Victoire, vous allez nous éclairer sur ce sujet de l'Orchestre national de Lille. Comment sont financés ces spectacles qui sont au final gratuits En fait, alors ils sont financés à partir du réseau de mécènes et de partenaires de l'Orchestre national de Lille qui s'appelle Arpège. Et Arpège, justement, regroupe environ une 50aine d'entreprises et d'institutions de la région, par exemple l'Université de Lille. Et donc, ils apportent assez régulièrement une participation financière pour déjà dynamiser l'activité de l'Orchestre national de Lille et favoriser ce type d'événements destinés aux étudiants. D'accord. Et comment peut-on assister justement à ce type d'événement? Alors, il faut tout simplement vous rendre à la boutique directement de l'Orchestre national de Lille, qui est place Pierre Mendès France, avec votre carte étudiante, évidemment, ne l'oubliez pas. Et on vous remet un ticket de pré-réservation donc, pour le 20 mars prochain, qui est le prochain concert. C'est vrai que c'est un spectacle assez peu démocratisé chez notre génération, voilà, chez les jeunes en général. Mais en plus, il y a de plus en plus d'associations étudiantes qui essayent de promouvoir la musique classique dans tous ces domaines. D'accord, merci Victor pour toutes ces précisions. On n'hésitera pas à se rendre à l'Orchestre national de Lille. Et Armand est là pour nous faire l'agenda culturel du week-end. Et on commence avec un petit mix un peu de tout. Exactement, ne manquez pas aujourd'hui et ce week-end le festival À vous de jouer. C'est dans toute la ville lilloise, il y a des artistes amateurs qui vont se produire gratuitement. Donc il y en aura pour tous les goûts, DJ set, danse, peinture, théâtre. À titre d'exemple d'ailleurs ce soir, Gare Saint-Sauveur, c'est soirée DJ set avec Miel de Montagne, c'est un nom d'artiste, donc ne manquez pas, vous pourrez feuilleter toute la programmation sur la page internet du Festoche. D'accord, et pour poursuivre vraiment, on se donne donc rendez-vous dans nos salles obscures, c'est bien ça? Exactement, du cinéma. Le cinéma est à l'honneur à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain. C'est le festival du cinéma européen. Il met en compétition des courts-métrages. Donc ça se passe à l'UGC, à l'Univers et au Majestic. Pardon. Vous pourrez venir assister à l'une des 7 séances d'1h30 pour voter et ainsi participer au prix du public. Le jury sera composé de journalistes, d'acteurs, compositeurs comme Anna Girardot par exemple. C'est 5,50 € la séance, 3,50 € pour les étudiants. D'accord, et enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux de gastronomie. Exactement, pour les gros mangeurs, jusqu'au 21 avril, profitez de réductions sur votre addition sur une trentaine d'adresses lilloises. On parle quand même de 30 à 50% de prix cassés sur l'addition, c'est pas rien. Donc de la table étoilée à la petite brasserie, il y en a encore une fois pour tous les goûts. On y trouve aussi un indien par exemple ou un japonais pour voyager un peu gustativement. En tout cas, rendez-vous sur le site La Fourchette pour retrouver la liste des bonnes adresses, déguster pour moins cher. Bref, que du bonheur pour les gros mangeurs. Et merci Armand pour toutes ces précisions. Et j'hésiterai pas à me rendre sur le site de La Fourchette. Qu'est-ce qui vous intéresserait vous? T'as pas été approché par le festival À vous de jouer? Ah non, pas encore. Non. Pas encore. Bon. Peut-être les années prochaines. Ah, Loïc n'a pas été approché, mais c'est l'invité de la semaine. Loïc, bonjour Loïc. Bonjour Cyril. Alors Loïc, vous êtes DJ. Vous êtes DJ, vous habitez à Lille, vous êtes étudiant à HEI aussi. Vous êtes membre de l'association GB Radio, comme on peut le voir sur votre pull. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est GB Radio? Alors GB Radio, c'est une association d'HEI, donc une des nombreuses associations. Elle est composée de 40 membres. Donc c'est une radio comme cette radio ici. Donc elle fait stand-by, donc c'est une radio qui gère en gros les bails dans l'école. C'est un peu une radio sombre. Ensuite, il y a une radio rock'n'roll qui fait tout le rock, une radio qui s'appelle Wallace et Grosbeat qui s'occupe du rap. Et enfin, une radio de sport. Donc, que dire de plus? Comme dans toute association, on fait des événements. Donc, il y a un pôle communication qui s'occupe de ça, un pôle événementiel qui s'occupe de l'événement. Et enfin, dans cette association, il y a un pôle DJ donc, dans lequel je suis. Et, donc, on s'occupe de toutes les soirées, les after-work. Donc ça peut être aussi bien à HEI que dans d'autres écoles sur la Cato. D'accord, donc vous êtes DJ au sein de GB Radio. Et est-ce que quel prochain événement de GB Radio? Justement, c'est ce soir. Donc ce soir à l'Estaminet. Donc au programme un tournoi de bière pong, des bières pas chères, enfin tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée.
D'accord. Et maintenant, on va revenir plus personnellement à toi en tant que DJ. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir DJ? Justement, c'est grâce à cette association. Donc j'ai pu découvrir des artistes. Donc il faut savoir qu'à HEI, il y a des grands artistes qui sont passés, comme Tescadé, qui a sorti un morceau mondialement connu. Enfin, ça vous dit peut-être rien ici, mais il faut taper Tescadé sur YouTube et vous verrez. Et c'est grâce à des artistes comme ceux-là que ça m'a donné envie. J'ai intégré GB Radio à ma 2e année. Et depuis, je mixe à GB Radio et je mixe aussi personnellement, donc pour des événements à Lille ou pour des soirées privées. D'accord. Et c'est quoi votre style de musique? Peut-être style de prédilection? Alors, je suis assez généraliste. C'est ce qu'on appelle un DJ open format. En gros, je m'adapte aux soirées. Mais sinon, j'aime beaucoup la techno, la tech house, la house. Et c'est mon style que je préfère. Et tu composes un peu ou pas? Oui, j'ai commencé à composer, mais on va dire que c'est assez dur. Et ça prend beaucoup de temps pour sortir un son propre. Mais ça pourrait arriver d'ici quelques années. Et peut-être pour tous les étudiants qui nous regardent, est-ce que être DJ, ça te permet de joindre les deux bouts, comme on dit? Est-ce que tu gagnes assez d'argent pour te nourrir, pour vivre, peut-être pour faire des extras? Alors pour en vivre, non. Enfin, c'est pas le but, c'est surtout de se faire plaisir. Mais après, c'est vrai qu'en étant DJ, on peut être amené à gagner beaucoup d'argent pour une prestation. Mais il faut savoir négocier et avoir un bon manager. Il faut quand même, je suppose que j'ai envie de dire galéré, tu as galéré un peu avant d'avoir tes premiers salaires, tes premières... Oui, il faut savoir que ça n'arrive pas tout de suite. Et, généralement, au début, on fait ça gratuitement pour se faire connaître. Et ensuite, au fur et à mesure, les gens me connaissent et après, ils font appel à moi pour différents événements. D'accord. Merci bien Loïc d'être venu sur de rien, Cyril. Le plateau du Media Lab. On peut te retrouver sur Facebook avec la page, sur la page Dinoz, D-I-N-O-Z. D'accord, voilà, si vous cherchez un DJ, n'hésitez pas à contacter Dinoz, D-I-N-O-Z. Merci à tous d'avoir regardé le magazine T'as vu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et à la semaine prochaine.